Étape numéro 6, la collecte des données. Avant de bâtir un indicateur, encore faut-il pouvoir accéder aux données sources. Lorsque les données indispensables au système de pilotage sont déjà contenues dans le système d'information, on pourrait supposer qu'une bonne part du travail soit déjà accomplie. Ce n'est pas tout à fait juste. Les données ne sont pas utilisables telles quelles. La collecte des données est une étape fondamentale de tout projet décisionnel. Elle peut représenter jusqu'à 75% du temps et des budgets consacrés au projet, hors licence bien entendu. La collecte et la mise en forme des données à des fins décisionnelles couvrent les phases suivantes. Collecter. Collecter les données résidentes sur des supports hétérogènes, systèmes incompatibles, voire des développements peu professionnels, c'est-à-dire sans structure ni documentation, sous Access ou autre. Nettoyer. Il faut nettoyer toutes ces données. Corriger. Selon les cas, plus ou moins de données comporteront des erreurs ou un manque de précision, qui, bien que ne perturbant pas la production, ne peuvent être utilisées telles quelles à des fins décisionnelles. Formater. Les données issues de supports différents ne sont pas nécessairement au même format. Consolider. La consolidation des données est l'étape la plus cruciale du processus de collecte. C'est aussi la plus délicate. Il s'agit en effet de s'assurer que les modes de calcul des données censées être rapprochés sont compatibles. Il vaut mieux éviter d'additionner des carottes et des navets. Cette question est particulièrement délicate, comme je viens déjà de le dire, notamment dans le cadre de rapprochement d'entreprises qui n'utilisent pas les mêmes règles de gestion. Quelquefois, il faudra même recréer les données absentes pour permettre les indispensables rapprochements. C'est dire si la tâche de consolidation est particulièrement conséquente. Il existe des outils technologiques pour automatiser une bonne part du travail de collecte, ce sont les outils d'ETL, Extract, Transform and Load. Aspect technique. L'aspect technique regroupant les phases accessibilité technique, préparation des données et cohérence logique que nous avons traités précédemment ne représente qu'un seul aspect de la collecte. Il est bon de s'attarder sur d'autres points moins évidents a priori. Fraîcheur de l'information. La pertinence du rafraîchissement, donc la mise à jour de l'information, est vraisemblablement un des principaux enjeux du développement des systèmes de business intelligence et d'aide à la décision. Avec l'ouverture des systèmes d'information, la collecte des données porte aussi sur des systèmes extérieurs à l'entreprise dont on ne maîtrise pas les fréquences de rafraîchissement. Ce peut être les systèmes d'information de partenaires accessibles avec un extranet, des banques de données, ou encore, là c'est dans l'entreprise mais avec une autre forme de gestion, des systèmes de veille par exemple, ou des bases de knowledge management, pour ne citer que ces cas. Disponibilité politique. Le sens porté par les données collectées peut être plus ou moins simple à saisir. Aux côtés de données dont le sens ne laisse aucun doute, il faut impérativement considérer les données au sens un peu plus complexe, nécessitant quelques précautions d'usage. Ces données ne peuvent être utilisées à la légère et introduites telles quelles dans le système décisionnel. Les décisions prises pourraient être dramatiques. Avant de collecter et d'utiliser l'information, il est primordial de s'assurer que le producteur de la dite information est prêt à délivrer les recommandations d'usage. Dans le cas contraire, l'information est plus dangereuse qu'autre chose. Le coût de l'information. Toutes les phases de collecte représentent un coût non négligeable qu'il s'agit de confronter à l'apport au processus de décision. Cette question se pose notamment lorsque l'accès à une information donnée nécessite la mise en place d'une infrastructure spécifique ou d'un processus de capture particulièrement complexe et coûteux. Étape 7. Le système de tableau de bord. Le décideur est dans l'organisation. Un système de pilotage ne comporte pas qu'un seul tableau de bord. Il n'y a pas qu'un seul décideur dans l'entreprise. Par ailleurs, le décideur et son tableau de bord ne sont pas isolés du reste de l'organisation. Être autonome et responsable ne doit plus être synonyme d'isolement. Le tableau de bord se doit de s'intégrer dans un système de pilotage plus global. Partager la connaissance. C'est passer d'un système où l'information ne circule que dans l'axe vertical et dans le sens ascendant, les ordres eux descendent, à un système où la connaissance s'échange latéralement. La connaissance pouvant dans ce cas signifier de l'information mise en forme, enrichie et complétée. Et partager l'expertise. Lorsque la décision est complexe et que malgré la qualité de conception du tableau de bord, la perception reste encore floue et le risque difficile à appréhender, il est intéressant de confronter son point de vue avec un autre décideur expert en son domaine. Disposant d'un autre angle de vue de la situation, il est susceptible d'apporter quelques salvatrices lumières. Le tableau de bord aura atteint l'âge adulte lorsqu'il intégrera en natif des fonctions d'échange impromptu avec les partenaires collatéraux internes et pourquoi pas externes. La cohérence du système de tableau de bord. La communication, le partage et les échanges entre les décideurs responsables sont le ciment de la cohérence du système global une fois celui-ci achevé. Un audit périodique permettra de s'assurer que chaque tableau de bord, au niveau micro, correspond aux besoins de chacun et qu'au niveau macro, la stratégie engagée est parfaitement déclinée. Les limites du système.
Le système de tableau de bord, lorsqu'il est bien conçu, est un instrument clé de l'amélioration de la performance. Mais comme pour tout système complexe, il n'existe pas qu'une seule manière d'échouer. Que ce soit au moment de la sélection des objectifs, étape cruciale s'il en est, lors du choix des indicateurs où il est assez difficile de combattre les habitudes passées, ou encore au moment du suivi des actions engagées et de la fiabilité du feedback, l'échec rôde. Les dérives du système sont tout aussi importantes. Le tableau de bord peut devenir un outil de manipulation particulièrement efficace pour les saboteurs et autres amateurs du proverbe "la fin, personnelle, justifie les moyens". À se méfier donc. Ce sont des points essentiels de l'accompagnement du changement. Étape 8, l'aspect technique du projet, les briques de la business intelligence. Les briques logicielles de la business intelligence se classent en 4 grandes catégories correspondant chacune à une fonction précise. 1. Collecter, 2. Stocker, 3. Distribuer, 4. Exploiter. 1. Collecter. Les outils d'ETL, Extract, Transform and Load. Les outils d'ETL, chargés de collecter, nettoyer et consolider les données, se placent à ce premier niveau. On les a vus d'ailleurs à l'étape 6. Cette famille d'outils assure l'automatisation des traitements de préparation et la gestion des flux de données, alimentant les bases de stockage, Data Warehouse ou Data Mart. 2. Stocker. Les données indispensables à la prise de décision sous toutes ses formes sont stockées dans une base spécialisée, le Data Warehouse ou le Data Mart. Le Data Mart est une version plus réduite. Il est orienté sur une problématique ou un thème précis. Il est aussi plus simple et plus rapide à mettre en œuvre. 3. Distribuer le portail décisionnel. Simplifier l'accès à l'information essentielle indépendamment de sa situation géographique est un enjeu d'aujourd'hui. Le portail décisionnel d'entreprise prend en charge cette fonction essentielle. 4. Exploiter. Les données sont maintenant accessibles et utilisables avec les outils d'analyse multidimensionnelle de type OLAP, les outils de prospection de type data mining, les outils d'aide au pilotage de la performance avec les tableaux de bord. Étape 8, les aspects techniques du projet. Quelques précisions à propos des analyses multidimensionnelles et du concept OLAP. Les bases de données relationnelles ne sont pas adaptées au traitement décisionnel. Les requêtes décisionnelles sont longues et complexes et surchargent les serveurs de production. L'infocentre a été une première étape pour dupliquer les données utiles pour le décisionnel et soulager ainsi les bases de production. Mais c'est bien la structure des bases relationnelles à 2 dimensions qui pose problème. Edgar Frank Codd, inventeur des bases de données relationnelles récemment décédé, a relevé ce défi en 1993. S'appuyant sur le tableur multidimensionnel ESBase, Codd a établi les règles d'un nouveau type de base de données multidimensionnelle. Le concept OLAP était né. Le principe du concept OLAP. Dans une base OLAP, les données sont organisées par dimensions. Les dimensions correspondent étroitement aux axes de recherche des utilisateurs. Cette structure multidimensionnelle que l'on représente comme sur ce schéma par un cube offre de nombreux avantages. À noter, le cube représenté est une simplification. Le cube OLAP a souvent bien plus que 3 dimensions. Travaillons sur un exemple. Un cadre commercial souhaite visualiser le chiffre d'affaires réalisé par produit et par région sur les 3 derniers mois. Après réflexion, il pense qu'il en tirera un meilleur enseignement en changeant de point de vue et en donnant la priorité à la région puis au produit. Avec une base OLAP, il lui suffira de faire pivoter le cube sans pour autant être contraint de générer une nouvelle requête. Le concept OLAP offre d'autres fonctions essentielles pour le décisionnel, comme le slice and dice pour découper une tranche du cube afin de l'analyser plus finement, et le drill down pour descendre dans le détail. Le chiffre d'affaires par région, par ville de la région, par magasin de la ville, etc.